Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Les épisodes d'Oser la reconversion avec des invités reconvertis, chefs cuisiniers ou pâtissiers font partie de vos épisodes favoris. Alors je le sais, beaucoup d'entre vous rêvent de transformer leur hobby du week-end en nouvelle carrière, mais ont peur de reprendre leurs études et de se lancer. Et si je vous disais que c'était possible de se former auprès d'une école reconnue et de se reconvertir dans la pâtisserie et la cuisine en quelques semaines ? C'est la promesse d'École Ducasse fondée par le très renommé chef Alain Ducasse. Portée par sa vision d'une cuisine humaniste, l'école Ducasse propose des formations intensives entre 2 et 9 mois avec des classes à taille humaine et des chefs formateurs hautement qualifiés. Les formations axées sur la pratique sont spécialement conçues pour s'adresser à des personnes en reconversion. Par exemple, les programmes Les Essentiels des arts culinaires et Les Essentiels de la pâtisserie française de 2 mois dispensés à Meudon, dans le sud de Paris, vous permettent de maîtriser les techniques fondamentales de la cuisine ou de la pâtisserie française. Ces programmes sont spécialement conçus pour les futurs entrepreneurs qui souhaitent ouvrir leur salon de thé, café, restaurant, table d'hôtes. Les formations sont toutes reconnues par l'État, certifiées Calliope et RNCP et éligibles au CPF. N'hésitez plus et concrétisez votre rêve et votre reconversion en vous renseignant dès maintenant sur les programmes d'École Ducasse sur www.écoleducasse.com, Ducasse D-U-C-A-2-S-E. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Aline. Après avoir exercé en tant qu'infirmière, Aline a fondé une maison de thé et un salon de thé, le Jardin de Mademoiselle, à Paris, à l'univers très british avec sa meilleure amie Floriane. Poussée par sa famille qui travaille tous dans le médical, Aline se lance dans des études pour devenir infirmière. Mais son rêve à elle, c'était de travailler dans la communication. Traumatisée par le bizutage lors de ses stages, Aline plaque tout à quelques mois d'obtenir son diplôme d'infirmière. Elle travaillera finalement comme assistante d'un chirurgien ortho. C'est en travaillant comme vendeuse pour une marque de thé qu'elle fait la rencontre qui va changer sa vie, sa rencontre avec Floriane, qui deviendra sa meilleure amie et âme sœur créative comme elle le dit. Le Jardin de Mademoiselle était né. Aujourd'hui, Aline est associée avec Floriane. Elles sont créatrices de thé et fabriquent leur propre thé, le Jardin de Mademoiselle, du thé haut de gamme depuis 2018. Elles ont également ouvert leur propre salon de thé à l'univers très british et girly à Paris, au 69 bis rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement à Paris, où elles proposent leur thé, pâtisserie et des animations qui changent au fil des saisons en même temps que la décoration. Alors avec Aline, on a évoqué les bizutages en stage d'infirmière, comment elle a tout plaqué et réussi à dire non à sa mère, son succès avec ses box kawaii avant le Jardin de Mademoiselle, sa rencontre avec Floriane, comment elles ont réussi à lever des fonds, sa vie qu'elle veut vivre comme un roman et 1001 anecdotes entrepreneuriales. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Aline. Bonjour Aline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Salut Clairvy, moi aussi je suis ravie d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Aline Leroy, j'ai 37 ans. Oui, c'est ça, je viens de fêter mes 37 ans. Je suis chef d'entreprise et mon métier principal, en plus de gérer une entreprise, c'est d'être créatrice de thé. Et je raconte de belles histoires aussi. Voilà. Voilà, alors donc tu as créé le Jardin de Mademoiselle, donc, qui est à la fois une maison de thé et un salon de thé. Oui, tout à fait. On a créé notre marque de thé avec Floriane, mon associée, tout à fait. Alors, c'est un rêve pour beaucoup d'auditrices. Ça fait toujours rêver de... Je pense qu'on se dit toujours à un moment donné, « Ah, je vais lancer mon salon de thé ». Ça arrive toujours à un moment donné, je pense, pour beaucoup de personnes. Donc, j'ai hâte que tu nous racontes surtout que c'était très, très, très éloigné de ton premier métier. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes études et puis voilà, comment tu as commencé, par quel métier ? Ça roule. Alors, du coup, moi, j'ai fait un bac sciences sanitaires et sociales. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. J'ai ensuite fait une école d'infirmière.
Je suis pas allée au bout de mes études d'école d'infirmière. Enfin, à quelques mois avant le diplôme, j'ai arrêté et je me suis fait tout de suite engager après par un chirurgien avec qui j'ai travaillé pendant quelques années. Voilà, j'étais son assistante au bloc, en soins, enfin, voilà. Et alors, comment tu avais eu envie de te lancer dans des études d'infirmière? C'était une vocation? T'aimais aider les autres? Non. Non. Alors oui, j'ai toujours aimé le contact avec les gens, ça oui. Mais en fait, moi de base, je voulais faire des études de communication. C'était mon truc. J'avais des super notes. Enfin, j'ai toujours aimé l'histoire, la géo, la com. J'aurais adoré faire de la géopolitique, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai une famille. Dans ma famille, ils sont soit médecins, soit infirmiers, soit profs. Voilà. Donc, dans la tête de ma mère, qui en plus a fait une école d'art, cela dit en passant, m'a dit, écoute Aline, la com, ça va être bouché, t'auras pas de boulot. Franchement, t'as passé ton concours à l'IFSI, t'as été retenu, voilà, vas-y. Donc, quand on est jeune, on se fait un peu influencer. Donc, j'ai dit, ok, j'y vais. Voilà. Ouais, 18 ans, c'est dur de dire non à sa mère. C'est ça. Oh, j'avais déjà un gros caractère. Mais au-delà de ça, c'était quand même des super études. J'ai appris plein de choses qui me servent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Et comment ça s'est passé tes études alors? Parce que ce qui est intéressant avec le médical, c'est que c'est assez ambivalent parce que on a eu plusieurs personnes qui ont fait du médical et qui se sont reconverties et justement à chaque fois elles disaient c'était difficile pour moi parce que quand on commence par le médical, on a l'impression qu'on peut rien faire d'autre. Il y a un côté un petit peu voilà. C'est marrant parce que à l'inverse, on a beaucoup aussi d'auditeurs qui veulent se diriger vers des métiers du médical ou tu vois un peu autour du bien-être. Donc c'est assez marrant, tu vois ces deux facettes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi comment tu l'as vécu, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé? Alors moi, quand j'étais à l'IFSI, donc à l'Institut de formation de soins infirmiers, moi j'étais dans l'ancien process. Ça veut dire que on était encore dans une situation où on avait les mises en situation professionnelle, où c'était pas encore en mode fac, en mode ouvert, en mode il y a pas de stress comme l'ancien temps. Moi, j'étais encore dans l'ancien temps où enfin voilà, c'était difficile. Ce que j'aimais, c'était les cours qu'ils nous donnaient, c'était hyper intéressant, c'était très pointu, ils nous développaient notre capacité d'analyse sur des situations médicales forcément, et évidemment les stages au contact des patients, ça c'était chouette. Voilà, c'était super. J'ai vécu plein de choses, j'ai rencontré des personnes formidables, j'ai appris plein de choses, voilà, et ça c'était vraiment cool. Qu'est-ce que tu as appris alors qui te sert aujourd'hui? L'empathie. J'ai développé un grand sens de l'empathie avec les gens, et on se rend compte que finalement, on est un peu tous les mêmes, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est, je pense, la chose qui m'a le plus marquée. Et puis voilà, j'ai toujours aimé tout ce qui était un peu psycho, tu vois. Quand on était à l'école d'infirmière, j'étais à fond là-dedans. D'ailleurs, si le psy à l'époque qui nous a fait des cours passe par là, je le salue parce que franchement, j'ai tellement rigolé avec lui. Et puis voilà, ça c'était vraiment mon truc, ouais. La psy, c'était génial. Et puis vraiment, je te dis, c'était tout ce côté analytique. Enfin, il nous poussait dans nos retranchements, quoi. Tout le temps à réfléchir, à essayer de trouver des solutions à des problèmes. On n'est pas médecin, on n'était pas médecin, mais qui nous formait à avoir une réflexion un peu différente. Et ça, c'était chouette. Oui, parce que vraiment, les infirmiers, c'est hyper important parce que c'est ceux qui sont vraiment au contact des patients et qui les voient vraiment. En fait, l'infirmier, c'est celui qui va soigner, en fait. C'est-à-dire que le médecin va faire des prescriptions, mais c'est pas le médecin qui va aller faire les pansements, c'est pas le médecin qui va aller distribuer les médicaments. Donc, en fait, l'infirmière, elle a tout intérêt à connaître son métier correctement pour pouvoir être la meilleure soignante possible. C'est vraiment soigner, elle soigne, en fait. Donc, il faut pas qu'elle fasse n'importe quoi. Donc, c'est important, ces études, elles sont hyper importantes pour justement apporter tout ce côté théorique qui va servir à la pratique pour subvenir si jamais il y a un problème ou quoi. C'est assez pointu, ouais, quand même. Et alors, comment était l'ambiance? C'était difficile? Ouais, c'était assez difficile parce que à mon époque, en plus, moi, j'étais dans un IFSI qui, en fait, était gériatrique. Donc, j'en perds mon écouteur. Qui travaillait avec un grand hôpital, l'un des plus grands hôpitaux d'Île-de-France en géronto, donc les personnes âgées. Et en fait, si tu veux, il y avait un énorme manque de personnel. J'imagine que c'est encore le cas maintenant, peut-être même encore pire. Mais quand on arrive, qu'on est toute fraîche, toute jeune, et qu'on nous met là avec des responsabilités, on ne sait même pas par où commencer, c'est un peu difficile. On est direct dans le bain, en fait. C'est voilà, action-réaction, quoi. Mais ça développe une capacité d'adaptation absolument géniale. Ça permet après de prendre vite confiance en soi, puisque du coup, on voit les résultats très rapidement, si c'est bon, si c'est pas bon. De toute façon, voilà. Et puis, non, c'était chouette quand même. J'ai fait de belles rencontres. Alors, tu dis que à quelques mois de passer ton diplôme, tu as tout arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête?
Parce que en fait, j'ai toujours été plus ou moins honnête avec moi-même. Je crois que lors d'un stage, j'ai eu une expérience qui était pas très sympa avec une cadre qui était vraiment, on va dire un peu dans l'abus quand même. On a toujours vécu, enfin on a tous, je pense, vécu des situations qui étaient un peu extrêmes à un moment donné. Un peu bizutage entre guillemets avec les nouveaux quoi. Déjà, il y a cette partie-là qui est quand même. Mais maintenant, j'espère vraiment que les mœurs ont évolué et que ça n'existe plus. Mais à mon époque, c'était encore ok. Enfin. Ça se faisait. Et en fait, justement, j'étais en psy et secteur fermé. Donc, ça veut dire que on est dans un secteur où il y a des personnes qui sont très vulnérables, des personnes qui sont très impulsives et qui sont sous des traitements qui sont hyper lourds. Et en fait, l'idée générale de cette après-midi, là, je te la raconte brièvement parce que c'est quelque chose, tu vois, qui me revient. Et on me dit, Aline, il faut que tu ailles donner du courrier à cette personne-là. Ok, je vais donner du courrier à cette personne-là. Un truc tout à fait simple, tu vois. Je vais donner le courrier à cette personne-là. Voilà, je lui donne le courrier et elle le prend très très mal. Elle devient d'une violence extrême. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que elle supportait pas recevoir des factures. Elle supportait pas recevoir de la frustration quelconque. En fait, on a l'impression qu'elle se transforme en fait. Et moi, je suis là, je suis pas encore professionnelle, tu vois, pas prévenue déjà. Ça m'a choquée. En fait, j'ai pris ça hyper mal. Bon, ça ou alors l'autre côté où pour rigoler, ils m'ont enfermée dans la chambre, tu sais, d'isolement. Mais l'angoisse, c'est des trucs pour moi, je peux pas le concevoir. C'est pas du tout ma vision de le truc. Et je me suis dit, ok, il y avait d'autres choses avant, bien sûr, des petits trucs qui font qu'à un moment donné, t'arrêtes. Et puis, je me souviens, je suis sortie de ce stage, cette journée, et je me suis dit plus jamais. Ouais. Et là, tu vois, je me suis dit, je vais aller affronter le dragon et je vais lui dire, tu vois, maman, j'arrête. Et du coup, j'ai arrêté comme ça, voilà. Et c'est fou parce qu'elle était infirmière, donc tu disais? Elle n'était pas du tout infirmière, elle a fait une étude d'art, voilà. Donc rien à voir, pas du tout. Mon père est comptable, enfin de mon côté c'est ça, mais mes oncles, mes tantes sont médecins, ils sont profs, enfin tu vois, il y a quand même, c'est un peu tracé quoi. Et donc du coup j'ai postulé de manière tout à fait humble comme secrétaire médicale à l'époque, parce que du coup j'avais pas mon diplôme, donc tu vois je vais pas postuler pour un poste qui n'est pas le mien. Et puis tu sais j'avais été un peu refroidie quand même, donc et en fait je me fais engager à un entretien avec un chirurgien qui venait de se mettre à son compte. Il regarde mes notes, il regarde mes trucs et il fait mais vous êtes du pain béni Aline. Et donc du coup j'ai dit peut-être, je sais pas. Et comme on était dans le privé et tout, voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis restée quelques années avec lui et puis après, on en parlera tout de suite peut-être. Après. Oui, alors comment ça se fait que tu t'es dit quand même, je vais continuer dans le médical? Parce que donc là, tu t'es dit j'arrête mon stage? Mais parce qu'en fait, si tu veux, c'était la seule chose que je savais faire. Tu vois, cette connaissance-là, je l'avais, toute la terminologie médicale, les mots qui font 15 000 mots les uns après les 15 000 lettres les uns après les autres. Enfin, moi, je les connais. Tu vois, c'est mon langage. Donc en fait, je me suis dit je vais utiliser tout ce que j'ai appris, mais dans un autre secteur que d'être infirmière. Tu vois, on reste au contact du patient, on reste au contact du médical, qui est quand même un monde somme toute chouette, mais je vais tenter le côté un peu plus administratif. Tu vois, je m'étais dit ça. Peut-être que ce sera moins dur, tu vois. Et voilà. Et au final, j'ai été hybride quoi pendant des années. Et est-ce que tu penses que c'était là où tu étais en particulier, voilà, tu vois, parce que quand même, quand tu dis être enfermé dans la chambre d'isolement, c'est quand même un truc de dingue. Enfin, j'avais jamais entendu des histoires comme ça. Est-ce que tu penses que c'est assez répandu? Tu vois, c'est un peu partout, c'était là où tu étais? J'espère pas. Je suis tombée sur des infirmiers qui avaient envie de rire, j'imagine. Il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'une chambre d'isolement, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui est complètement fermé, scellé, le lit est scellé au sol, c'est une couverture de plomb pour pas que les gens puissent se blesser ou se faire du mal. Tout est scellé, donc on est vraiment comme dans une tôle, hein, vraiment. Hein. Et puis c'est fermé à double tour, c'est-à-dire t'as un premier sas, tu rentres, t'as un deuxième sas, et après t'es dedans. Donc en fait, moi je vais pour nettoyer ma petite salle parce que tu sais, t'es aide-soignant avant quand t'es en école d'infirmière, quand tu valides ta première année, t'es aide-soignant, puis après du coup tu fais ses soins aussi. Donc j'étais en train de nettoyer et tout, puis d'un coup j'entends la porte qui se ferme, clac, clac, et je les vois leur gueule en plus. Tu vois, je les vois derrière l'écran, enfin derrière le petit hublot qui rigole. Ils m'ont pas laissé longtemps. Mais en fait, si tu veux, tu n'as pas de bruit. Mais ça te révèle toutes tes angoisses. T'as pas de bruit, c'est complètement sourd. Tu les regardes rire, tu te dis, mais je vis une humiliation ultime là, les gars. En fait, j'ai juste fait mon taf. En plus, pour vous aider, parce que de base, c'était pas moi de le faire. Et genre, vous me faites ça. Mais pas du tout, en fait. Je l'ai très mal vécu. J'ai très, très mal vécu. Et c'est grave quand même, hein. C'est très angoissant et d'ailleurs, ça m'a mis en grande empathie avec ces patients-là parce que je me suis dit vraiment les pauvres, quand ils sont dans des états de détresse ultime, on les fout là-dedans, mais c'est encore pire en fait. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet, mais voilà, c'était un peu compliqué à gérer. Ouais, quand on est jeune, c'est pas facile. Et donc, oui, alors on revit tes traumas, là. Excuse-moi.
C'est pas un trauma, c'est une histoire qu'on peut raconter. Moi, probablement par rapport à ce que d'autres ont vécu, c'est rien du tout. Je pourrais te raconter aussi qu'une fois, je me suis piquée en rebouchant une seringue. D'ailleurs, je la raconte très régulièrement à mes petites collaboratrices quand je leur explique des choses un peu difficiles que j'ai vécues. Et t'as la cadre qui me regarde, qui fait ah mais comment ça tu t'es piqué mais c'est une erreur de débutant. Et moi j'étais là avec mon daquin en mode mais je vais avoir le sida, je suis pas bien et tout. Surtout qu'en plus la dame que j'avais piquée, enfin c'était une histoire qui était glauquissime. Enfin, pardon les gars, je suis en première année d'école d'infirmière, je me pique parce que je suis choquée de ce qu'on me raconte. J'ai pas d'expérience en fait, donc laissez-moi me tromper. Par contre, vous avez aussi le droit de m'encadrer correctement et l'abus de pouvoir et l'abus de mais c'est pas grave, c'est rien, c'est une sous-cute, tu t'es piqué, il y a un peu de sang, mais enfin il y avait rien à voir du tout. Tu veux la trithérapie quand même pour te rassurer? Non, du coup, vous allez faire une prise de sang à la cliente, enfin à la patiente, pardon. Vous allez me faire à moi et ensuite on voit. Heureusement, merci mon Dieu, il y a rien eu du tout et tout le monde va bien. Enfin, quand on est jeune, c'est dur quand même. Je trouve que c'est limite, vraiment. Mais bon, c'est des petites histoires comme ça, par-ci par-là, quoi. Ça forge. Ouais, c'est bien d'en parler, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu huis clos, je trouve, dans ce monde-là. Et les gens ne veulent pas trop en parler parce qu'ils ont peur un peu des... Donc, tu as fait ça pendant quelques années encore avec le chirurgien ortho. Donc, ça s'est plus ou moins bien passé après. Comment t'as eu envie d'arrêter finalement? Ah ah! Alors ça, c'est vraiment, tu vois, le truc que j'arrive pas à expliquer dans ma vie en vrai. Mais avant de refermer la parenthèse de mes études et tout, j'ai quand même passé de belles années. Là, on a raconté des histoires qui étaient un peu, voilà, un peu ovni, mais un peu beaucoup border. Mais voilà, j'ai quand même passé de super moments et c'était génial. Bon, donc, une nuit, et ça c'est vrai, ça c'est la vraie histoire. Vraiment, je te raconte la vraie de vraie. J'ai créé ma société. Voilà. Pourquoi je suis partie, c'est parce que j'ai créé ma société. Et en fait, si tu veux, avant de quitter ce poste, j'ai fait un burn-out. Voilà. Je pense qu'avec le recul, je pense que c'était ça. C'était avec mon profil à moi un peu fonceuse et tout. J'ai toujours besoin de me prendre des murs, tu vois, pour comprendre que c'est pas ma direction. Tu vois, je me prends un petit mur et puis après, ça se remet sur le chemin et puis ça continue, tu vois. Et donc, du coup, un jour, je rêve la nuit d'un truc, je sais pas. Je me dis, purée, je peux pas faire ça de ma vie et tout, ça me plaît pas vraiment, j'en ai marre, mon chirurgien, il abuse grave. Tu vois, je suis dans cette démarche-là dans ma tête et tout. Et puis un jour, je tombe sur une nana qui faisait des petits coffrets cadeaux pour jeunes femmes. Moi, j'avais la vingtaine, et je me dis, ah, c'est trop bien. Tu sais, elle faisait des box à thème mensuels et le thème, c'était princesse. Alors, désolée, mais à 20 ans, moi, j'étais encore full kawaii et compagnie, donc j'adore. Et je dis, purée, je vais la commander. Et ça m'a donné mon petit bonheur du moment et tout, j'étais trop contente et tout. Puis à un moment donné, je reçois la box et là, grosse déception. C'est-à-dire que j'avais tellement imaginé recevoir un coffret, mais dans le détail, avec un petit livret et tout. Enfin, vraiment, c'est un truc un peu chiadé et tout, que je me retrouve trop déçue. Donc ça, je referme ma parenthèse. Donc je continue ma petite vie et tout. Et une nuit, je me réveille en pleine nuit et je fais purée, je sais ce que je vais faire. Vraiment, je te jure, c'est ça que je me dis, je sais ce que je vais faire. Je vais créer ma propre box. Vraiment, Tu vas faire ce que tu voulais, quoi. Mais je sais même pas à quel moment l'idée m'est venue dans la tête. Je vais créer mon propre univers. Voilà, j'avais 20 ans, donc mais j'avais pas de fric, tu vois. Enfin, il faut des sous pour pouvoir lancer une première boîte et tout. Et on était en septembre, je me souviens. Et j'appelle ma tante, qui était mon acolyte de toutes les bêtises, et je lui dis, écoute, voilà, si tu me prêtes 1000 euros, je lui dis ça, si tu me prêtes 1000 euros, parce qu'en fait, si tu veux, il y avait un marché de Noël qui arrivait là à Noël. Et je lui dis, écoute, j'ai une idée en tête, j'ai envie de tenter sur ce marché de Noël-là, parce que le marché de Noël, les gens, ils achètent. Si tu me prêtes 1000 euros et que j'en fais 4000, d'accord? Déjà, je te rendrai tes 1000 balles, voilà. Mais je lance mon entreprise. Vraiment, c'était ça. Elle m'a rien fait. Et donc, je lui montre les petits produits et tout. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'ai importé des cosmétiques coréens en France avec des packaging très mignons, avec des compositions hyper clean. Et en fait, j'ai créé la Crazy Kawaii Box avec Poudre de Bulle, ma première entreprise, qui était une box mensuelle à thème kawaii. Donc, il venait avec des objets du Japon, avec des thèmes différents, les licornes, les chats, les pandas, la rentrée des classes, les vacances. Enfin, c'était très girly. Et donc, je fais ce fameux marché de Noël. Purée, avec les 1000 euros qu'elle m'avait prêtés, j'en ai gagné plus de 6. J'ai gagné 6000 euros. C'était la foire d'empoigne sur mon stand. J'avais plus rien à vendre. C'était 4 jours intensifs. Je n'avais plus rien à vendre. Les produits que je proposais à l'époque, les gens ne pouvaient pas les acheter. Ouais, c'était introuvable. C'était vraiment, voilà. Et là, ma tante, elle m'a fait, oh la vache, tu tiens quelque chose. Et je lui dis, écoute, j'en sais rien. Voilà. Peut-être que oui, je tiens quelque chose. Et donc, du coup, voilà. Donc, je me lance là-dedans. J'ai commencé, je me souviens, avec une boutique en ligne qui s'appelait Ticktail. C'était anciennement Etsy. C'était ça. C'était anciennement Etsy. Tu connais Etsy? Ouais. À la base, c'est tout ce qui est do it yourself, tout c'est les créations. Quand je parle de Ticktail, les gens ils me regardent et font quoi? Je lui dis mais je suis l'ancêtre, je suis le dinosaure. Et en plus, ouais, je suis nulle en tout ce qui est informatique et tout. Enfin, je ne sais pas à quel moment ça a explosé comme ça a explosé. Bon, enfin, donc à mes débuts, tu vois, je crée 30 box. Je me dis bon allez, je vais en créer 30 et on va voir ce que ça donne.
Ah bah, pire que sur les enchères eBay. Les 30, le premier mois, je les ai vendus en, 2 semaines, tu vois. C'était 35 € la box. J'en avais 30, je me dis, waouh, cool. Le mois suivant, j'en fais pas 30, j'en fais 50. Et en fait, la première année, j'étais déjà à plus de 500 box par mois. J'étais toute seule. Et j'ai fini ma carrière avec Poudre de Bulle en vendant peut-être 5000 box par mois, un truc comme ça. Mais parce que j'étais toute seule, parce que humainement, je savais pas que je pouvais avoir des gens qui bossaient pour moi, tu vois. Parce que quand on est jeune, on a la tête dans le guidon tout le temps. Et puis après, c'est parti. J'ai fait Japan Expo. Je suis devenue la plus grosse box kawaii, voilà, à mon niveau. Hein. Et j'importais des cosmétiques coréens. Et tu faisais de la com ou pas spécialement? Alors, est-ce que je faisais de la com? Et en fait, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Il y avait Facebook. Et en fait, j'ai fait des vidéos aussi avec Rose Carpet sur M6. J'ai été dans un milieu un peu de geek, si tu veux. Très niche en fait aussi, quoi. C'était une niche. Et en fait, voilà, c'est ça. Si on me demande c'est quoi ton métier, j'ai envie de dire, bah, je crois que je crée des niches. Je suis créatrice de tendance. Je crois que je crée des niches avec des gens qui me ressemblent, qui nous ressemblent et qui ont envie de gravir dans un univers qui peut parler à plein de gens. Voilà. Ouais. Et comment t'avais fait pour trouver tous ces produits un peu exclusifs? Parce qu'à l'époque, c'était difficile, j'imagine, de se fournir en France. Franchement, une horreur. Après, j'ai beaucoup voyagé aussi. Hein. Pendant, on va dire, 2020, à mes 30 ans, ouais, j'ai quasiment fait le tour du monde. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Je suis très éveillée, donc ça veut dire que je me renseigne beaucoup. J'ai pas dormi pendant de nombreuses heures. Parce qu'en fait, comme je travaille avec l'Asie, si tu veux, eux, ils travaillent la nuit. Par rapport à la France, c'est décalé. Donc, en fait, pendant les 8 grosses années où ça a bien fonctionné, en fait, si tu veux, bah, je travaillais la nuit et le jour, j'emballais tous mes colis. Mais quand je te dis j'emballais des colis, j'envoyais des milliers de colis par semaine. Voilà, toute seule. Et à côté, je faisais mes box, je créais. Et puis, je travaillais avec une illustratrice qui travaillait en freelance pour moi, Sophie, que j'adore. Et en fait, si tu veux, elle mettait en flyer tous mes petits objets. Tout. Enfin, elle racontait l'histoire de Bulle et Cookie, qui étaient mes personnages à l'époque, et qui vivaient des expériences immersives à travers les box que je vendais aux jeunes. Incroyable. Et comment a réagi ta mère alors à cette reconversion? Je sais pas. En fait, tout le monde était choqué. Et je me rappelle surtout de ma belle-mère de l'époque. Je crois que c'était elle qui m'avait le plus choquée. Elle était outrée. Elle était outrée, je me souviens. Elle me dit, ah non, Maline, tu peux pas aller. Tu ne peux pas arrêter. Avec tout ce que tu as vécu et tout, tu peux pas, c'est pas possible. Et moi, tu sais, je suis un bélier ascendant sagittaire, tu vois, genre en mode, vas-y, j'y vais au front et tout. Et je fais, mais si, je vais le faire. Je vais le faire parce qu'en fait, je vais vous prouver à tous que j'aurais dû faire des études de com. Tu vois, je vais tous vous le prouver. Parce qu'en fait, c'est cool, le médical, j'ai appris plein de trucs et tout, mais c'était pas mon truc, tu vois. Et je le savais, je le sentais et je pouvais pas continuer de faire semblant. Tu vois, pour faire plaisir aux gens, ça marche pas, ça marche qu'un temps, en fait. Donc voilà, mais oui, j'ai dû en offusquer quelques-uns, peut-être même décevoir la grande majorité de ma famille qui avait tellement d'ambition pour moi. Mais voilà. Après, ils étaient contents parce que je leur ai cloué le bec. Ouais. En plus, ça devait être difficile à expliquer ce que tu fais, quoi. Quand tu dis je fais des box kawaii, c'est... Ouais, c'est vrai. Je suis gérante d'un site internet qui tourne bien et je travaille avec le Japon et la Corée. Voilà. Je fais Japan Expo 2 fois par an, Paris Manga aussi. Voilà. Je me déguise en Lolita. Enfin voilà. J'ai mon petit monde, quoi. Faudrait que tu nous envoies des photos pour qu'on puisse partager. Je suis pas sûre, Claire-Vie. Je suis pas sûre réellement que ce soit le bon truc. Mais bon. Et alors, comment ça s'est passé? Donc, t'as rencontré Floriane, ton associée. C'est ça qui a lancé le Jardin de Mademoiselle. Est-ce que tu peux nous raconter la rencontre? La rencontre qui a bouleversé ma vie. Voilà, Floriane, c'est mon âme sœur créative, l'amour d'une vie entière. En fait, à un moment donné, avec Poudre de Bulle, et c'est important de pouvoir se le dire, pareil, j'en pouvais plus. C'était trop difficile pour moi, j'avais trop de responsabilités, j'arrivais pas à déléguer. Le capitaine avait un peu sauté du navire, tu vois, il y avait trop. C'était bien, j'en ai bien vécu, j'ai acheté ma maison, j'ai fait plein de choses, enfin, c'était super, j'ai bien voyagé, enfin, je me plains pas, mais à cette époque-là, j'avais pas la même maturité que maintenant, j'avais pas le même recul et j'avais pas la même expérience, tu vois. Donc du coup, j'en dégueulais. Je n'en pouvais plus, tu vois. Et surtout, en fait, j'étais un peu en dépression parce que je voyais personne. Tu sais, quand tu travailles tout seul, travailles la nuit, à part les livreurs qui viennent récupérer tes colis tous les jours, tu vois, tu as pas de monde, quoi. Et en fait, donc du coup, j'ai décidé de prendre un emploi salarié sans responsabilité à côté, pas pour le côté pécunier, mais pour le côté social. Enfin, tu vois, j'avais besoin de voir des gens. J'avais besoin de me dire que je pouvais être normale, tu vois, que ma vie, c'était pas être cloisonnée dans mon atelier de 100 mètres carrés à faire, tu vois, des cartons toute la journée. J'ai un ami qui bossait à l'époque dans une maison de thé et qui me dit ah, mais il recrute des vendeurs et tout. Il me dit, mais toi, tu vas pas être vendeuse, c'est pas possible, avec ton expérience, patati patata. Donc, je lui dis, écoute, tu files mon CV. Moi, je ne veux aucune responsabilité. Même si je cherche un poste de femme de ménage, je le prends. Voilà, je prends tout
tout ce qui passe sans responsabilité, mais dans un univers qui me plaît, je fais. Donc, je passe l'entretien et tout. Il me dit, vous voulez pas être responsable magasin? J'ai fait, non! Non. Ah bah écoutez, vous avez le profil pour être vendeuse. Donc, je dis, ok. Et donc, le premier jour arrive, et là, je rencontre l'amour de ma vie. Je la vois, la petite rouquine, la grande rouquine, hein, parce qu'elle est grande, Floriane. Et en fait, elle était adjointe. Tu vois, elle était au-dessus de moi. Et je me rappelle la première fois que je l'ai vue, elle me fait, excuse-moi, Aline, est-ce que tu pourrais me faire des petites étiquettes de prix, s'il te plaît? Et en fait, à ce moment-là, c'est tout de suite connecté. Tu vois, c'est con, hein, mais c'est con. Et tout de suite, on a su qu'on était foutus pour le reste de notre vie et les autres vies qui allaient arriver aussi, tu vois. Et en fait, tu vois, donc on discute. Et puis un truc qui devait durer 3-4 mois, tu vois, bah finalement, ça a duré 1 an et demi, tellement on était bien. Franchement, j'ai kiffé ma life. On a appris plein de trucs et tout. Et puis, on était toutes les deux, tu vois. Donc, du coup, forcément, c'était un peu la colonie de vacances. Et puis, un jour, je lui dis, c'est quoi ton rêve? Parce que du coup, tu sais, ça m'avait regorgé. Puis moi, je suis très créative. Puis dans la matière, surtout, tu vois, genre, dès que j'ai une idée, purée, ça se réalise. Je le réalise. Donc, du coup, ça va vite chez moi. Et elle me fait, ah bah moi, mon rêve, ce serait de monter un salon de thé. Et tu vois, moi, déjà, j'étais dans l'optique avec Poudre de Bulle de me dire, purée, mes clientes que j'avais, qui avaient 15 ans à l'époque, elles ont 25 ans, tu vois, maintenant, entre 23 et 25. Mais en fait, elles vont plus m'acheter mes petites crèmes pour les mains en forme de chat, mes petits rouges à lèvres en forme de lapin, tu vois. Elles ont plus envie de ça. Et j'avais une grosse niche, hein, tu vois, j'avais une grosse communauté quand même, des dizaines et des dizaines de milliers de clientes. Donc, je me disais, merde alors, je peux pas perdre ça, tu vois, ça c'est du travail, ça vaut de l'argent. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et d'un coup, un jour, je te jure, ça fait sens. Ça fait sens, tu vois. Floriane, elle, ses études, elle a fait des études de graphisme, elle a été responsable adjointe dans plein de magasins, enfin, tu vois. Et tu sais, d'un coup, ça fait comme ça dans ma tête, tu vois. Et je regarde Floriane et je fais, ton rêve, c'est pour un salon de thé? Je dis, mais c'est pas un salon de thé qu'on va ouvrir. On va créer notre marque de thé. C'est là, elle me regarde. Elle fait quoi? Je te jure, on va essayer. On va essayer de le faire et tout. Donc, du coup, bah, on arrête notre poste en place et on se lance dans la grande aventure de la feuille de thé. Voilà, ça a parti comme ça. Et pareil, on se dit, écoute, on a le marché de Noël, mais c'est toujours la même chose, au même cycle. Tu sais, t'as des cycles, tu vois, dans la vie. Et moi, ces cycles-là, dans mes entreprises, ça se revient à chaque fois. Pareil, on est en septembre. Tu vois, on a fini de bosser en juillet, tu vois, un truc comme ça. Et en septembre, on commence à écrire notre marque, la trame, on dessine et tout. Je me souviens, on a passé des jours et des jours à chercher le nom. Merde, on voulait que ça s'appelle Mademoiselle T, mais Mademoiselle T, c'était déjà pris. Alors, on a réfléchi, tu vois, on disait, pas possible, il faut qu'on soit différente, tu vois. Parce que l'idée, en fait, il y a plein de marques de thé partout maintenant, ça pousse comme des champignons. Et moi, j'ai toujours, et Floriane encore plus, on a toujours voulu être différente, tu vois. Donc, du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va imaginer, qu'est-ce qu'on va créer pour être différente? Et puis, en octobre, d'ailleurs, là, il y avait une Paris Manga, et je dis à Floriane, vas-y, on va créer 3 produits hyper kawaii. D'ailleurs, si nos clients nous écoutent, ils savent que c'est Chalicorne, Lapicorne et Pandicorne. Et on va voir si ça fonctionne sur le stand de Poudre de Bulle. Tu vois, on a été doucement comme ça pour tester le truc. Et en fait, bah, ça a cartonné, ça a tout de suite bien pris. Et pareil, on a refait un marché de Noël en décembre, 2 même, à se cailler dehors à moins 10, à vendre notre thé, à le faire déguster, tu vois. Et en fait, voilà, ça a pris comme ça. On a monté notre site et puis c'était parti. Ouais, en tout cas, c'est un super conseil. Alors déjà, c'est rigolo parce que bah on est au mois de septembre. Donc c'est rigolo pour les auditeurs qui voudraient se lancer. Faut se lancer pour le marché de Noël. Bah voilà, tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, nous, on travaille beaucoup, enfin maintenant et de plus en plus, avec tout ce qui est les différentes lois de l'univers, tu vois, on est très connectés à ça. En tout cas, moi, je suis. Ah oui, j'adore, moi aussi. Et en fait, on a toujours eu, alors Floriane, elle supporte pas que je dise ça, parce qu'elle dit, non, mais tu rigoles, la chance, c'est nous qui la créons avec notre boulot. Je dis, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que comme on est très positive, on est dans cette dimension de partage, d'écoute, d'empathie, de profondeur avec nos clients et avec la marque qu'on a créée, nos valeurs qui sont très ancrées, si tu veux. Oui, t'es vrai, quoi. Ouais, c'est très authentique. Ça peut pas être autrement. Dans ma vie à moi, ça ne peut être que authentique. Voilà. J'ai un fil rouge, en fait, dont on parlera peut-être plus tard, mais j'ai un fil rouge. C'est quoi ton fil rouge alors? Ah, tu veux savoir, hein? Un jour, ma mère m'a posé dans sa grandeur d'âme, je sais pas ce qui lui est arrivé à ce moment-là, mais enfin, elle m'a posé cette question, elle m'a dit, c'est quoi ton plus grand rêve? Et je lui dis, bah tu vois, j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'étais surprise, j'ai dit, merde, c'est quoi ce genre de question? Bon, alors, bah moi, mon plus grand rêve, c'est pas d'en avoir plein les poches. C'est pas de gagner plein d'argent et d'être multimillionnaire et super triste d'être seule et tout ça, tu vois, c'est pas mon truc. Moi, mon plus grand rêve, c'est quand je serai sur mon lit de mort, tu vois, je sais que je vais à peu près mourir vers 93, 95 ans, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Et bah, j'ai envie, tu vois, d'être dans mon petit lit là comme ça, avec mon petit visage un peu souriant et de me dire, bordel Aline, ta vie ça a été qu'une belle histoire. Tu vois, et c'est ça, fil conducteur de ma vie, c'est de me dire que tout ce qu'on fait a pour but de créer une belle histoire. Que ce soit avec nos partenaires, que ce soit avec nos cultivants de thé, que ce soit avec les ESAT avec lesquels on travaille, nos clients, même le livreur qui vient, en fait, il nous adore, tu vois. En fait, ça,
C'est le jardin de Mademoiselle. Ça peut paraître hyper utopiste, mais elles sont dans un monde de bisounours, les filles. Et ben en fait, peut-être, mais en tout cas, à notre niveau, ça fonctionne bien. Et ça nous permet de rester ancrés dans le présent, sans inquiétude particulière, parce on se dit que tous les jours qu'on travaille, on fait du mieux qu'on peut. Et ça, tu vois, c'est le fil rouge de ce qu'on fait. Voilà. Alors, c'est super marrant que tu dises ça parce que hier, je lisais mon horoscope et c'était prenez des décisions qui feront une belle histoire à raconter. Ah bah, tu vois, c'est super marrant que tu dises que toi, c'est un peu ta façon de vivre la vie. En fait, on essaye d'être authentique, que ce soit dans nos mélanges, la qualité de nos feuilles, dans les histoires que Floriane raconte, à travers ces magnifiques illustrations qui sont, pour moi, sublimes, et pour les autres aussi, en vrai. C'est important, cette authenticité, que ce soit dans les matières premières qu'on choisit, tu vois, on essaie de travailler en circuit court, on est dans cette démarche de bien, de beau et de mieux, tu vois, à notre échelle, dans notre petit monde. C'est pour ça que quand on nous dit, mais vous vous placez où sinon sur l'échelle des marques de thé? Oh ben je leur dis, bah là, il y a l'échelle normale, tu vois, des codes normaux, et puis nous, bah, on est quelque part par là sur notre planète. Et alors, ça n'a pas été difficile de créer ta propre marque de thé au début? Tu parles de l'aspect technique? Ouais, plus dans l'aspect technique. Tu sais, quand on est aligné avec ce qu'on doit faire, t'as toujours un peu, tu rencontres toujours les bonnes personnes au bon moment. On a toujours été plus ou moins guidés intuitivement. Tiens, on cherche sur Internet fournisseur de thé, on cherche sur Internet atelier d'arômes, on cherche sur Internet. Puis bim, on tombe sur des trucs qui nous impactent, on les rencontre, on les voit, on discute. Ça se passe bien, mais ça se passe bien vite, tu vois. Puis on commence par créer 3 recettes, on se finit quelques mois après avec déjà une vingtaine. On se dit waouh, ça va vite. Et pourtant, on est très exigeante, sur tout. Voilà, c'est bien sûr. Et puis, on est inspiré, et puis en fait, ça va vite. Et on sait ce qu'on veut surtout. On sait même pas comment on sait ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc, ça fonctionne plutôt bien, ouais. Ouais, tu dirais qu'il faut suivre son instinct, quoi. Toujours. Ça, c'est essentiel. Et nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est une entité dans 2 corps, tu vois, avec Floriane. Donc, du coup, en fait, quand je dis qu'on est âme sœur créative, c'est vraiment vrai. J'ai l'impression que c'est ma sœur jumelle de créa. En fait, si tu veux, j'ai une idée dans la tête. Elle me dit, ah ouais, ça va grave marcher. Bim, hop, tu vois, elle le met sur le papier. Tiens, on vient de créer une création qui s'appelle Mademoiselle in Paris. C'est un oolong vert qui a des notes de macarons gourmands, amandes, crème de citron, myrtille et fraises. En l'honneur, bah, c'était pour les Jeux Olympiques. Mais nous, on voulait pas créer un truc de sportif. On fait pas de sport. Genre, on mange des gâteaux, tu vois, et on boit du thé. Et donc, on a créé un thé à l'image de Paris avec la série culte qu'on connaît tous sur Netflix, Emily in Paris. Et on a créé un côté romantique, très parisien, le petit croissant, le petit machin et tout. Cartonne, voilà, les gens l'aiment beaucoup. Et ça, tu vois, c'est comme si on est connecté puis qu'on fait comme ça, tu vois. J'appelle mon atelier et je leur fais, voilà, on a ça comme idée, je veux ce type de oolong, cet arôme-là, pas celui-là, celui-ci, je veux ce pourcentage, ça. Maintenant, c'est facile, tu vois. C'est comme si tu ouvrais des tiroirs enfin, c'est pas facile parce qu'il y a des petits testings, mais je vais t'épargner tout l'aspect technique. Mais si tu veux, ça peut aller vite. Les gens avec qui on travaille, on a tellement créé une relation de confiance que, en fait, si tu veux, c'est fluide. Et alors, donc, vous avez lancé d'abord votre maison de thé en 2018. Et ensuite, vous avez ouvert votre salon de thé. Donc, c'est quartier latin, 69 bis rue Saint-Dominique, dans le 7e. Ouais, on est dans le 7e, on est entre la Tour Eiffel et les Invalides. Et on a ouvert en plein Covid. Ah oui. Bah oui, parce que, tu sais, ce serait trop facile de tout avoir sur un plateau. Ouais, c'est le plot twist de ton histoire. Voilà, c'est ça. En fait, toute notre vie, c'est ça. Tu vois, c'est histoire de dire, tu vois, t'as l'univers qui dit, écoute, tu le veux, tu vas l'avoir. Mais par contre, il y a un prix. On va voir sur le terrain si vous êtes vraiment prête à assumer ça. Et ouais, les gars, on est grave prêtes. Donc, du coup, en fait, l'idée, c'est qu'on a ouvert le 3 août, il y a 4 ans en arrière. Donc, la boutique, elle était toute mignonne et tout. Et je remercie d'ailleurs notre propriétaire de nous avoir fait confiance. Je vais pas te raconter les détails de ça, mais c'est encore une belle histoire. Voilà. Et en fait, si tu veux, on a les clés, on se regarde avec Floriane, on se dit purée. Mais si, il faut que je te raconte quand même avant comment ça s'est passé. Parce que ça, c'est hyper intéressant, tu vois. On n'avait pas l'argent pour ouvrir une boutique. Honnêtement, on n'avait pas cet argent-là. Parce que il faut plusieurs centaines de milliers d'euros. Bah oui, tu vois, on se payait pas, tu vois, on venait de créer notre marque de thé et moi je pars du principe que on tape pas dans la trésor avant 3 ans. Et ça, c'est encore une fois, c'est ma gestion à moi d'entreprise, que ce soit pour les salaires ou pour autre chose. On attend de créer des fonds, tu vois, et après une fois que c'est solide, ta base elle est solide, bah là tu décaisses. Mais ça, c'était notre choix, nous. Donc du coup, je dis à Floriane, je dis écoute, je pense que il est temps qu'on ouvre du coup notre maison de thé et salon de thé, bien sûr. Et mais par contre, il faut qu'on trouve des financements.
Et donc, on passe par France Initiative, qui est un organisme, tu sais, qui finance les petites entreprises locales. Donc, nous, on est passé par Essonne Initiative. Ouais, tout ce qui est prêt d'honneur. Non, c'est pas prêt d'honneur, c'est plutôt une aide de l'État pour qu'il se porte garant, tu sais, pour ouvrir ton prêt, en fait. Parce que moi, dans mon idée, hors de question que je mette en péril qui que ce soit dans l'entreprise. Quand tu prends un crédit et que tu es associé, en fait, si tu veux, tu t'engages aussi personnellement en tant que garant si jamais tu fais banqueroute, tu vois. Forcément, c'est le deal. La banque, elle va pas prêter de l'argent si toi-même, t'es pas capable de mettre quelques euros sur la table pour ton entreprise. Tu vois, si toi t'y crois pas, personne ne va y croire. Donc, on monte ce dossier avec mes associés parce qu'on est 3. On monte mes dossiers et tout, et on passe en commission. On avait fait des petites maquettes et tout, nos boîtes définitives, parce qu'au début, nos produits ressemblaient pas à ça du tout. Hein. On s'est transformé. Là, on est devenus vraiment des vraies meufs, tu vois. Mais au début, on collait des étiquettes recto verso sur nos deuil packs, on faisait des petits rubans, tout était à la main, on emballait tout dans notre salon. Tu vois, ça c'était nos débuts. Tu comprends? On était vraiment dans ce côté très artisanal. Et avant qu'on puisse enfin découvrir notre ESAT formidable. Donc, on passe en commission. Et là, je regarde Floriane, je suis purée. On allait lever, c'est pas grand chose, mais à notre niveau, c'était beaucoup, 150 000 euros. Donc, tu flippes un peu, là. C'est pas tu flippes un peu. C'est tu te dis, soit ça passe, soit ça casse. Si ça casse, on va pas continuer à emballer du thé dans notre salon, tu vois. Il faut qu'on passe à un autre niveau. Et là, t'arrives dans une pièce. Je me souviendrai toujours, c'était le siège social de la Caisse d'épargne à Paris. On descend dans un truc, un troglodyte, une cave et tout. Et putain, et là, t'avais 12 personnes autour de la table. Et les mecs, ils ont retourné vraiment, cette expression, elle est un peu vulgaire, mais elle est quand même réelle. Ils ont retourné ta culotte. C'est-à-dire, ils ont pris ton dossier, ils ont analysé de fond en comble ton business plan, ton prévisionnel. Ils m'avaient demandé de faire un prévisionnel sur 3 ans. Je l'ai fait sur 7. J'ai tout fait péter. Vraiment, on a tout retourné. Et donc, t'avais le PDG du slip français qui était là. T'avais un mec, son job, c'était de voir si les projets ils étaient pérennes. T'avais plusieurs autres dirigeants. Et puis t'avais des prêteurs, quoi, tu vois. Et là, on arrive avec Floriane et Pierre Arnaud, qui est notre directeur financier. Et là, je fais, oh putain. Et c'est moi qui parle, tu vois. C'est moi la présidente. Tu vois. Présentez-vous, machin, nanan et tout. Et on se présente. Et là, je sais pas, je suis animée. Je sais pas, je pète un plomb. Je lâche tout. Je donne tout. Tu vois, avec Floriane, on est transcendés. Tu vois, on se dit, putain, on donne tout, c'est notre moment, tu vois. On monte les produits parce qu'on avait fait des petits protos de nos petites boîtes éco-responsables, parce que tout est éco-responsable, évidemment. On fait du commerce équitable. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et on leur explique que nos produits sont pour la majorité bio, qu'on utilise des arômes naturels. On leur explique un peu la manufacture, nos planteurs, nos jardins ici et là. Et je leur explique tout dans le détail, tu vois. Et normalement, on aurait dû avoir la réponse tout de suite, Claire-Vie. On aurait dû avoir la réponse là dans les 5 minutes après l'entrevue, tu vois. Et là, le mec, il fait, bon, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Nous, on va aller déjeuner et on vous rappelle dans 2 heures. Et là, je te jure, on se regarde avec Floriane et on fait, mais ils nous font une blague. C'est pas possible, putain. Ils vont pas nous faire ça, nous. Purée, on était passé. Et alors, c'est vrai que par rapport aux autres mecs qui étaient là pour les dossiers, nous, on avait quand même un sacré budget, tu vois, parce que généralement, ils finançaient pour 30, 40, 80 000 euros. Et on a demandé le double, tu vois. Et il nous posait des questions en plus. À un moment donné, il me fait, je me rappelle toujours, pour te dire à quel point j'étais stressée, il fait, mais du coup, le commerce équitable, comment ça se passe? Et là, je le regarde, je fais, excusez-moi, mais c'est quoi le commerce équitable? Tu vois, à ce moment-là, je me dis, c'est la base de mon projet, tu vois. Et là, j'ai eu un fou rire devant tout le monde. Je suis désolée. Il faut que je me détende un peu parce que là, je pète un plomb, quoi. Et d'un coup, ça s'est détendu et tout, voilà. Et parce qu'en fait, on a un projet économique et social, tu vois. C'est très important pour moi, de par mes études, du coup, tu vois, ça fait un fil. Et donc, on sort de là avec Florian, on est comme ça, on se dit, oh putain, j'espère qu'on n'a pas dit trop de la merde. Mon associé Pierre Arnaud qui dit au gars du slip français, si vous nous financez, j'irai acheter tous mes slips chez vous. Je la regarde, je fais, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Allez, tu sais pas trop, t'es pas bien. Donc, on erre. Il est, il est midi, on se pose dans un troquet, on prend un verre de vin avec Floriane et on se dit, oh. Et puis là, tu vois, t'as toutes nos familles qui nous appellent, qui bloquent nos lignes et on les engueule, on leur dit, arrêtez de nous appeler, c'est pas vous qu'on veut avoir au téléphone, tu vois. Et on est on se retrouve sur le boulevard Saint-Antoine avec Floriane et là, notre chargé de dossier nous appelle. Il fait, les filles, je fais, oui, voilà, on a la réponse et tout, je dis, mais allez-y, crachez votre balda, on n'en peut plus, on peut plus attendre, là. Faut arrêter pas compte, c'est notre avenir qui est en jeu. On était fébriles et tout. Il fait, le dossier est passé. Et en plus d'être passé, ils ont dit que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu un projet comme le vôtre. Et là, je te jure, je me rappelle même plus ce qu'il a dit. Il a continué à nous encenser et tout. Et avec Florian, on s'est mis à hurler. Les gens nous ont regardé, des vraies folles. Des folles. Mais tu sais, je t'en parle, ça me fait des frissons, ça me remonte dans mes souvenirs. Et tu te dis, putain, c'était le premier succès. Tu vois, on l'a fait, on a tellement travaillé dur pour ça, on l'a fait. Et donc après, ça c'était au mois de mars, et puis au mois d'août, on ouvrait le bébé.
Incroyable. Donc déjà, ça, c'était la preuve. C'est pour ça que c'était important de recontextualiser le comment on a obtenu ça, parce que ça aussi, c'était une bataille, en fait. Et comment ça se passe? C'est eux qui, en fait, alors, j'ai pas tout à fait compris. Eux te financent? En fait, eux, ils financent une partie, en fait, du crédit. Donc, en gros, ils ont financé 75 000 euros. Et en fait, les autres 75 000 euros que la banque va te prêter, eux, ils sont garants à, je sais pas, 80%, un truc comme ça. Donc, nous, en fait, avec Florian, on était garante qu'au prorata de nos parts dans l'entreprise pour le petit bout qui restait. Oui, parce que souvent, on nous parle des prêts d'honneur. Et c'est vrai que les prêts d'honneur, en fait, il faut mettre une partie de l'argent et puis ensuite, bah, du coup, tu as un prêt bancaire et ils s'alignent. Donc là, c'est un petit peu ça, sauf que c'est eux qui apportent les fonds directement, quoi. C'est ça. Et donc oui, vous avez lancé donc le salon de thé de vos rêves. Alors pour décrire un peu aux auditeurs, donc déjà bah, les auditeurs pourront aller voir le jardin de Mademoiselle sur Instagram. C'est un univers hyper girly, très British, tea time, Bridgerton. Voilà, c'est trop cute. La décoration change toutes les saisons. Je change la décoration en fonction des saisons parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est créatrice de thé, mais on raconte aussi des belles histoires. Et j'ai oublié aussi de dire que Floriane était autrice, donc elle écrit aussi des bouquins. Donc tu vois, en fait, tout ça, la boucle est bouclée. Illustratrice, autrice. Moi, je crée aussi des univers. Donc, c'est moi qui m'occupe de toute la scénographie visuelle de la boutique. On s'occupe de tous les menus. Et en fait, tout est dans le moindre détail pour tout. Là, tu vois, le thème de cet été, c'était les fastes de Marie-Antoinette. Donc, on a emmené nos clients à Versailles. Vous pourrez aussi aller voir les photos si ça vous intéresse, parce qu'on travaille avec une jolie photographe qui met en valeur tout notre univers. Et on va passer là, lundi, je change la déco avec Floriane. Lundi, mardi, on change la déco. On passe à l'automne. Et le thème de cet automne, c'est un automne cosy dans le terrier de Molly Weasley. Voilà, on est fan d'Harry Potter, évidemment. Quelle question. J'adore, on a hâte de voir. Et alors, comment ça s'est passé? L'ouverture, le Covid, puis peut-être la vraie ouverture après Covid, quoi. On dit dans le commerce que pour qu'un commerce prenne, il faut environ 6 mois et que la clé principale, c'est emplacement, emplacement et emplacement. Bon, je t'épargnerai toutes les agences immobilières qui n'ont pas cru en nous en disant « mais le thé, ça n'a pas marché » ou alors « mais c'est quoi votre concept, on comprend rien ». Tout ça, je te l'épargne, mais on l'a vécu, bien sûr, évidemment, tant qu'à faire. Et du coup, donc, on arrive dans notre petite boutique rue Saint-Dominique, qui est l'une des plus jolies rues de Paris. Et on est extrêmement bien placé puisqu'on ferme la porte, il y a la Tour Eiffel et on tourne la tête de l'autre côté, on est à 15 mètres des Invalides. Donc, c'est plutôt pas dégueu. Et donc, du coup, en fait, le Covid, gros coup de massif sur le coin de la tête puisque tout est fermé. On reste ouverte malgré tout puisque le thé, c'est de l'alimentaire. Donc, c'est ce qui nous sauve un peu la mise. En revanche, on peut évidemment plus accueillir 2 personnes dans notre salon de thé assis. Et avec le recul, en fait, finalement, donc on s'est complètement adapté, puisqu'on vendait des cookies, on vendait des parts de cake à emporter, tu vois, on faisait pas le chiffre d'affaires qu'on faisait maintenant. Évidemment, maintenant, c'est super et ça tourne et on est très contente et on vit notre activité et c'est la folie, tu vois. 4 ans en arrière, c'était pas tout à fait ça. Et donc, du coup, le gros point positif de tout ça, c'est que pendant le Covid, en fait, les gens ne venaient pas pour le salon de thé, mais ils venaient pour notre marque de thé. Donc, ils ont appris à aimer nos créations. On dit du jardin de Mademoiselle, d'ailleurs, qu'à chaque gorgée, on reconnaît la patte des créatrices Aline et Floriane. Donc ça, tu vois, ça, pour moi, c'est formidable. Ils pensaient pas qu'en fait, on faisait de la haute voltige, mais je veux pas que ce soit pris comme de la prétention, mais tu vois, on est des créatrices, on travaille avec les plus jolies feuilles du théier. Enfin, tout est... C'était aussi pointu, quoi. Oui, c'est très pointu. On est vraiment sommelière dans le thé. Notre travail, c'est d'être tea sommelière. On a renommé notre métier, parce que c'est vraiment notre métier, à créatrice de thé pour que ce soit plus français et que ce soit un petit peu plus, on va dire, collé à notre image de marque. Voilà, on sait de quoi on parle, quoi. Donc, et puis on a aussi toute une bibliothèque à thé, parce qu'en fait, chaque recette de thé, tu as un livre qu'on raconte. On travaille avec l'émotionnel, on travaille avec tout ça. C'est formidable. Donc, le Covid arrive et là, donc, tout est fermé. Et quand on réouvre le salon de thé, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un engouement qui est formidable. C'est-à-dire qu'on commence à remplir notre salle. Au début, on faisait pas de réservation, donc du coup, on acceptait tout le monde, les thés, les cafés, les machins, on prenait tout. Puis au bout d'1 an, en fait, on pouvait plus gérer comme ça, il y avait trop de monde. C'est-à-dire que, pas la première année, mais la deuxième année, on a eu tellement de monde à Noël, mais c'était vraiment formidable, bien sûr. Mais quand tu le vis à l'instant T, tu paniques un peu, ouais. Un peu panique à bord, surtout que nous, on n'avait jamais eu de personnel. D'un coup, on se retrouve de 2 à 5, tu vois, et puis de 5 à 8, et puis de 8 à, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Enfin, ça a été un peu le brouillard, si tu veux. Mais on a su quand même se recentrer parce qu'on est 2, et ça, c'est une vraie force. Et trouver très rapidement des solutions à chaque problème. Même si au début, c'était un peu, tu vois, comme ça. Normal, le temps de trouver ses marques. Et puis, on a mis en place la réservation. Et puis, maintenant, c'est complètement rodé, quoi. Tu vois, les gens réservent leur expérience immersive. Ils bookent leur brunch. Là, tu vois, pour te donner un exemple, on a lancé le brunch d'automne sur juste 2 journées, sur 3 créneaux. Ils sont déjà pleins à craquer. Et vous faites takeaway aussi? On peut venir pour faire du takeaway, peut-être pour
Ce sera plus facile. Surtout que là, on a enfin nos gobelets à l'effigie du jardin de Mademoiselle et nos sacs. On a l'impression d'avoir gagné au loto, tu vois. Est-ce que vous avez comme projet peut-être d'en ouvrir un deuxième? Alors pour l'instant, en fait, c'était un projet qu'on s'était mis en tête. Mais en fait, si tu veux, cet été, on a vécu les Jeux Olympiques, pas de la meilleure manière qui soit, parce que nous, on était dans un secteur qui était hyper chiant. On était en zone rouge. Et la zone rouge, en fait, de base, ça devait être une zone, si tu veux, qui était accessible au public, et ça n'a pas été le cas du tout. Donc on a perdu pas mal de clientèle, de passage, tout ça et tout. Et puis de toute façon, déjà Paris de base, l'été, c'est plutôt calme. Mais là, on nous avait saucé en mode il faut reprendre du monde, machin, nan, vous allez voir. Donc nous on fait confiance et en fait ça s'est pas passé comme ça. Donc si tu veux, ça nous a mis un petit coup au moral, mais c'est pas grave, tu vois. C'est la loi du commerce, on fait avec, on s'adapte, on rebondit et c'est pas un sujet et il en est ressorti plein de trucs positifs aussi. Mais donc pour l'instant, tu vois, on se concentre sur notre boutique là. Donc l'idée c'est de continuer à faire tourner le salon en le remplissant encore plus. On va faire plein d'ateliers, du développement personnel. Enfin, on va encore un peu plus loin cette année que d'habitude et on continue bien sûr à ouvrir d'autres points de distribution. Donc ça, c'est notre mission, surtout qu'en plus, ma moitié a des projets de maternité. En fait, on s'adapte au cycle qui se présente à nous. Tu vois, c'est un peu... on a des projets, ils sont déjà dans des tiroirs, on n'a plus qu'à tirer les tiroirs et à les sortir, mais on attend les bons moments pour le faire. Et comment ça se passe alors avec Floriane? Parce que parfois entre associés, ça peut aussi être parfois ça peut aussi être difficile quand on n'est pas d'accord ou voilà, surtout quand c'est aussi fusionnel que ce que tu as l'air de le dire. Comment ça se passe entre vous? Ça se passe bien parce que on a un profond respect l'une pour l'autre et on a, je pense, très profondément envie de bien faire pour l'autre, pour soi aussi. Tu sais, on est dans cette même vision de la vie, que ce soit la vie entrepreneuriale ou la vie en général. On a les mêmes valeurs, donc tu vois, le langage, il est tout de suite beaucoup plus simple. Et en fait, je me serais jamais associée avec quelqu'un d'autre qu'avec elle. La vérité, c'est ça. C'est qu'il y a des fois, c'est super dur, parce qu'il y a des fois, en fait, moi, en tant que patron, tu vois, c'est difficile. Ça a été difficile à un moment donné, tu vois, de pouvoir affirmer une ligne de conduite tout en n'ébréchant pas une amitié. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut faire la part des choses. Et ça, tu vois, maintenant, avec le temps, depuis le temps qu'on travaille ensemble, maintenant, on sait faire la part des choses et on sait communiquer de manière posée, très saine, tu vois. Et ça roule plutôt bien. Parce qu'on respecte aussi les limites de chacune, parce qu'on est à l'écoute, parce qu'on sait que quand des fois on a des moments de stress, moi je suis une hyper stressée, tu vois, je suis très anxieuse, bon, moi je travaille là-dessus, mais si tu veux, elle le sait, je sais aussi elle peut aussi avoir des inquiétudes sur certains sujets, donc on est vraiment dans l'écoute, tu vois. Et on a aussi d'avoir de la chance d'avoir des conjoints et des conjointes qui sont hyper bienveillants, qui sont, tu vois, c'est de la bienveillance. Oui, parce que c'est vrai que, tu vois, lancer son salon de thé avec sa meilleure amie, c'est le rêve pour beaucoup, je pense. Alors ça, tu vois, ça c'est une hyper utopie. C'est-à-dire qu'il y a plein d'amitiés qui peuvent en pâtir. Moi, j'accompagne beaucoup de pros qui ouvrent leur salon de thé. On fait du conseil, parce que je fais du conseil aussi aux entreprises à côté. Enfin, je fais plein de choses. Je leur dis souvent, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. C'est-à-dire que c'est dur. On n'a pas rien sans rien. Nous, on fait des semaines à 50, 60. Moi, je fais des semaines en moyenne à 70 heures. Il faut pas se leurrer. On n'a pas rien sans rien. Il faut des sacrifices. Et c'est vrai. Alors maintenant, c'est un peu différent. C'est comme si, tu vois, tu avais bossé les 6 premières années de ta vie comme un titan, tu vois, pour bien poser tes fondations. Tu as formé tes équipes, tu as ta clientèle qui tourne. Dès que tu as des nouveautés qui sortent, ça marche, ça fonctionne, ça tourne, en fait. Ta boutique, ta baraque, elle tourne, en fait. Donc, du coup, toi, tu peux, prendre un tout petit peu de recul et enfin pas te poser à rien foutre, mais te poser en tant qu'entrepreneur et te dire, ok, là maintenant, je vais laisser un tout petit peu de place, un petit créneau pour ma vie perso, tu vois, et avoir des projets. Tu vois, Flo avec la maternité, moi je vais me marier, enfin, tu vois. Et donc du coup, en fait, mais oui, mais parce que ça tombe au bon moment, mais parce qu'on a mis ce filet de sécurité les 6 dernières années de notre vie, mais on en a chié grave. Tu vois, rester 12 heures debout à servir du thé, même si on adore nos clients et notre boulot, c'était pas facile. Tu vois, en plus de gérer la compta, les gestions, les pros, le bordel, le truc, c'est que des emmerdes toute la journée à gérer, mais ça t'excite la tête, tu vois. Non, on s'en sort bien, je crois. Et c'est marrant comment tu dis ça, c'est que des emmerdes, mais ça t'excite la tête, j'adore. Pardon, mais là, je peux pas parler avec d'autres mots que les miens. Je suis un peu brute de décoffrage, mais tu vois, c'est ça. C'est parlant en tout cas, ouais. Et la belle histoire, elle est là, voilà. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? De pas écouter les autres. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, Aline, n'écoute pas la vie des autres. C'est la vie veilleuse des autres. En gros, il faut toujours croire en ses rêves. Il faut toujours y aller, il faut toujours écouter son instinct et se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est important ça.
Ouais, c'est un super beau message en tout cas. Franchement, on a revécu toute l'histoire avec toi. Pardon, j'espère que ça a été. Non, t'as une super belle façon de le raconter. En fait, je trouve qu'on est présent avec toi, on visualise bien tes histoires et puis on voit toute la création et ça donne envie et ça montre que c'est possible pour tout le monde. C'est ça qui est bien. Surtout, j'ai quelque chose à rajouter parce que c'est super important et si elle m'écoute, c'est important qu'elle l'entende. J'ai besoin de remercier toute mon équipe parce que avec Floriane, on est hyper heureuse de l'équipe qu'on a actuellement. Elles franchissent les obstacles avec nous avec beaucoup de foi et de courage et de bienveillance et d'entraide et tu vois, dans cette entreprise, on a créé une vraie sororité et ça, tu vois, ça c'est une belle réussite pour moi. Ça vaut tout l'or du monde. Ouais, c'est une belle histoire aussi. Ouais, bah, c'est important. Un grand merci Aline. Donc je mettrai tous les liens pour les auditeurs et puis pour que les auditeurs puissent suivre et puis peut-être vous rendre visite dans le jardin de Mademoiselle. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. À bientôt Clairvy. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.